Ok, bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, c'est la première qui va un peu porter sur un livre. Même c'est pas un peu, ça va totalement porter sur un livre. Je voulais faire une vidéo qui parle d'un livre que je viens de finir, qui n'est autre que, à mon avis vous le voyez à l'envers, mais c'est l'Histoire mondiale des riches, écrit par Fabrice d'Almeida, qui est un livre qui est sorti en 2022 pardon, aux éditions Plomb. Et donc Fabrice d'Almeida, si vous ne connaissez pas, il a écrit plusieurs livres auparavant, et c'est un historien, professeur, et également écrivain du coup. Donc j'ai pris des petites notes avec moi afin de ne pas me retrouver à court d'idées. Et dans cette vidéo, du coup, on va voir ensemble un peu ce dont le livre traite et ce que moi j'en ai tiré à le lire, parce que j'ai mis du temps un peu à le lire, mais ça c'est plus mon problème en soi. Mais ça reste un livre hyper intéressant et qui permet vraiment d'en apprendre beaucoup un peu sur le passé et sur ce qu'est en fait la richesse, ce que sont les riches en quelque sorte et ce que ça implique, je trouve. Moi, en tout cas, j'ai pu découvrir d'autres facettes sur le fait d'avoir de l'argent, sur le fait d'être riche, d'être blindé en quelque sorte. Et voilà du coup. Donc là pour le coup c'est vraiment blindé blindé, hein. C'est pas un petit peu. Mais voilà donc en fait ce livre, pour vous faire le synopsis, quand bien même ce ne soit pas un roman ou des choses comme ça, c'est un livre en fait qui va partir du début du 19e siècle. Donc on va partir aux alentours des années 1850, voire un petit peu avant dans ces eaux-là. En fait, et qui va nous présenter, en fait, on commence en 1860, je crois précisément, voilà, on tombe en fait avec une définition et la présentation de comment les grandes familles, comment les grandes entreprises de l'époque, parce que oui, malgré que on remonte au début du 19e siècle, eh ben, il y avait déjà de l'argent qui circulait, qui n'était peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais en fait, on se rend compte que la mondialisation, ou en tout cas les prémices de la mondialisation, ont bel et bien débuté au début du 19e siècle. Parce que on faisait quand même des prouesses technologiques, des prouesses logistiques, des choses comme ça qui permettaient vraiment de transformer les modes de vie, qui permettaient de transformer la vie en quelque sorte. Je pense que du 19e siècle au 21e siècle, c'est vraiment les moments et les instants où l'humanité a peut-être connu les évolutions les plus déterminantes et les plus technologiquement complexes qui ont vraiment permis de faire changer les choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu avant, mais pour ce livre, du coup, ça se concentre un peu plus là-dessus. Et en fait, il nous explique comment les familles sont devenues riches, qu'est-ce que cela impliquait, comment cela se passait, qu'est-ce que ça impliquait ensuite en termes de vie d'entreprise, en termes de vie personnelle même pour les personnes qui devenaient riches. Alors je ne vais pas faire un passage sur chaque famille, chaque date, parce que sinon euh, on va pas y arriver, ce sera beaucoup trop long, et je me souviens pas de tout par cœur non plus, je vais pas vous mentir. Euh, du coup, les petites notes que j'ai prises me permettent de résumer cela. Et bah déjà, en fait, une des premières remarques que je me fais, c'est que les riches sont, dans l'ensemble, émancipés de la politique. Alors, ils sont émancipés de la politique, dans le sens où, moi, ce que j'entends par là, c'est que les gens qui sont riches à ce point ne sont pas des politiciens, et ne sont pas forcément toujours impliqués dans la politique, en tout cas de façon pas directe, mais c'est plutôt indirect, je dirais. Ce qu'il y a un petit peu à retenir, à mes yeux, c'est que la politique est un levier pour accéder à certains avantages pour ces riches. C'est une porte d'entrée, c'est un univers qui est important, parce que souvent dans la politique, il y a les lois, il y a le droit, il y a l'économie, il y a la finance, il y a beaucoup de choses. Et lorsque l'on devient très riche ou qu'on a des entreprises à développer, des choses comme ça, très souvent la richesse passe par l'entrepreneuriat, hein. Très clairement, à ce point-là, c'est euh, c'est une- c'est- c'est objectif, je pense. Et en fait, ils sont, dans l'ensemble, les riches sont plutôt émancipés de la politique parce que ils n'ont pas besoin de faire de la politique pour y arriver. C'est-à-dire que c'est presque, ils le font de façon séparée. Et entre guillemets, les politiciens sont bien loin d'être très riches au final par rapport à tout ce qui peut être développé par ces autres personnes qui deviennent millionnaires, milliardaires, toutes ces choses-là. Ou en tout cas, pour l'époque, ça me permet de faire une petite transition vers un deuxième point, c'est que la richesse ne se calcule pas forcément euh, au nombre d'argent qu'on accumule. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas un stock, c'est un flux. C'est pas quelque chose
comment dire, qui existe réellement. L'argent, ça n'existe pas. Vous voyez, c'est pas comme l'or, ou des minerais ou le pétrole, qui sont des matières, qui sont des ressources présentes et que l'on évalue, que l'on peut peser, qui se matérialisent réellement. L'argent, c'est quelque chose qui est imprimé et qui est créé par l'humain. Parce que on a estimé qu'il y en avait besoin et c'est devenu une monnaie d'échange, en quelque sorte. Mais l'argent n'est pas une ressource naturelle, ou en tout cas n'est pas une ressource que l'on obtient entre guillemets naturellement. L'or, il y a un traitement derrière, sûrement, mais c'est pas forcément matériel, je trouve. Je trouve qu'il y a une vraie différence à ça, et c'est de là en fait que l'on trouve un gros point de différenciation, c'est qu'il y a des gens riches et il y a des gens qui sont fortunés dans le sens où ils sont capables d'avoir un gros patrimoine. Et le patrimoine se fait par plusieurs choses, notamment ça peut être l'immobilier, la bourse, la finance, la possession d'entreprise, la possession de ports, le fait d'avoir du pouvoir politique aussi, ça peut en faire partie. Mais ce n'est pas une question de qui a le plus de billets dans un coffre en fait. Et ça change pas mal la donne, parce que par exemple, au début de la Première Guerre, donc en 1914, il est expliqué que rentier était quelque chose d'assez complexe, mais qui marchait en soi assez bien. Bon, après, à partir de 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale, donc ça change pas mal le marché, disons. Et en fait, à travers le temps, plus on avance et plus on se rend compte que les moyens de devenir riche, plus la façon dont ils deviennent riches ont changé. C'est-à-dire que, et surtout, là c'est un autre point important que j'ai noté, je ne veux pas l'oublier, c'est que en fait, au fil du temps, il y a eu de plus en plus de riches, millionnaires, milliardaires et toutes ces choses-là. J'ai écouté une interview de Fabrice Dalmeda, qu'il a effectuée dans Sud Radio pour la sortie de son livre, et il expliquait que dans les années 80-90, il y avait 0 milliardaire en Chine, en Russie et en Afrique, alors qu'aujourd'hui, il y en a plus de 2000 en Chine, plus de 80, quasiment une centaine en Russie, et on est à une dizaine ou une vingtaine pour les pays, pour l'Afrique. Donc ça représente un développement massif, un développement très impressionnant, sachant que ça ne compte pas les millionnaires ou les multimillionnaires, je pense. Donc c'est vraiment impressionnant de voir ça, et c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, plutôt bien expliqué en fait dans son livre, parce que plus on va avoir les différentes dates, et plus on va avancer dans le temps, plus on va se rendre compte de ce que ça implique. C'est-à-dire que en plus de voir le côté business, entre guillemets, enfin si c'est pas entre guillemets, c'est le côté business, on a aussi le côté personnel. La vie personnelle qui est menée par ces gens qui sont extrêmement riches, c'est pas une vie de riche, c'est vraiment un autre monde on accède à un autre monde à ce moment-là. C'est pas juste acheter une plus grosse voiture, voyager plus, ou des choses comme ça. Ça, entre guillemets, ça reste petit. C'est vraiment des vies et des trains de vie qui sont stratosphériques et qui amènent à parfois des drames, parfois des addictions. Il y en a qui sont addicts à la drogue, qui deviennent addicts à la drogue, qui perdent des familles, qui ont perdu leur femme, leur mari, tout en fait. Ils gagnent tout. On a l'impression qu'ils ont tout gagné, mais en fait ils ont tout perdu parfois. Et c'est terrible de voir que, entre guillemets, le prix de l'argent, parce que le fait de devenir riche, moi je trouve que c'est pas toujours gratuit, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de vie sociale, en termes de vie personnelle, en termes de vie amoureuse, en termes de santé pure. Ça reste onéreux quand même, parce qu'il n'y a pas un seul, je ne pense pas, j'y réfléchis en même temps que je parle, mais il n'y a pas une seule date, une seule histoire, une seule famille ou une seule personne qui est devenue riche de façon saine, donc en cochant toutes les cases, je trouve. En tout cas, il est peut-être devenu riche de façon saine, mais il y a quand même un changement de vie drastique, et quand même, il y a certains trucs, c'est impressionnant. Moi, je trouve il y a des choses, c'est vraiment fou de voir à quel point l'argent change la vie à ce point. Mais ce qu'il y a, c'est que ça fait aussi se poser la question, est-ce que l'homme est fait pour avoir autant d'argent en réalité? Enfin, est-ce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de dire oui, mais on ne peut pas, c'est pas normal qu'un seul homme ait autant d'argent.
Déjà, on comprend aussi un peu plus qu'il a pas autant. C'est pas une question d'avoir de l'argent, c'est une question de, pas de pouvoir, mais le fait de posséder des entreprises. C'est-à-dire que, euh, en fait, être riche, être milliardaire et toutes ces choses-là, c'est une question de valorisation, c'est une question de business. Mais encore une fois, ça existe sans exister. C'est-à-dire que être milliardaire, ça veut pas dire avoir 1 milliard sur le compte courant en fait. Et si vous voulez, en soi, vous allez me dire si, mais s'il veut s'acheter un truc à 100 millions, il peut, oui, mais c'est pas un argent qui est stocké en fait. C'est là que le côté euh, transport de l'argent, c'est là que le côté déplacement se fait, c'est qu'en réalité, je trouve que c'est un peu plus relié avec le temps évidemment, parce que les technologies se sont développées, le monde du business aussi, la mondialisation a plutôt bien pris, le capitalisme également. Et en fait, c'est plus une question de valorisation, de posséder des entreprises, d'avoir du pouvoir politique, d'avoir des passe-droits, d'avoir accès à des choses que les gens lambda, monsieur et madame tout le monde, n'ont pas. Et quand je dis monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment des gens qui mènent une vie normale, qu'ils aient un pouvoir d'achat élevé ou non. C'est-à-dire que quand on est ultra riche, quand on est très riche, ça dépasse le pouvoir d'achat en fait. C'est pas juste qu'on a une grosse capacité de pouvoir d'achat, c'est que on ne fait pas on ne vit pas de la même façon et on ne pense pas du tout de la même façon. Alors que quand on a de l'argent, quand on en gagne plus, ce qui est bien, ça nous permet de se dire bah on peut faire ça en plus, on peut acheter ça en plus, on peut s'acheter telle chose qu'on aime bien, on peut avoir plus. Mais euh, une fois que l'on devient riche et qu'on a travaillé pour devenir riche, on obtient du matériel en fait. On obtient des choses, mais ça peut être aussi des passe-droits, comme je l'ai dit, des avantages fiscaux, des choses comme ça. Et en fait, après, on doit s'assurer de conserver ces passe-droits. Et là, on rentre un peu dans un cercle vicieux, je trouve, parce qu'une fois qu'on l'est et qu'on a tout obtenu, entre guillemets, on pourrait dire, bah, c'est bon, on a fini le jeu de la vie. Il y a... Je peux pas faire plus, j'ai gagné tout l'argent que je pouvais gagner, je suis ultra riche, c'est bon, je suis tranquille maintenant. Mais en fait, non, pas du tout, c'est là que ça commence en réalité. C'est que une fois qu'ils le deviennent, bah, il faut réussir à conserver déjà cet avantage qu'ils ont obtenu. Et il faut en plus le développer encore plus. Ça fait beaucoup de encore plus, je me répète. Mais c'est vraiment une accumulation, quoi. C'est terrible à quel point l'expression ne jamais en avoir assez prend tout son sens et est extrêmement pertinente, je trouve, dans ce livre. C'est que, et dans ce qui est présenté à travers ce qui est écrit, du coup. Donc, je trouve vraiment que ouais, la richesse, c'est pas juste avoir de l'argent, c'est vraiment accéder à une autre vie. C'est vraiment devenir plus que ce qu'on est entre guillemets de base, parce que bah c'est vraiment les histoires qui se passent et les vies qui sont menées, ce que certains ont fait pour pouvoir obtenir cette richesse, pour pouvoir la conserver, ce qu'ils ont fait par intérêt politique, personnel, intérêt business, on découvre tellement de facettes des riches, à savoir, je sais pas, enfin des riches, il n'y a pas que les riches, mais ça peut être de la corruption, comment est-ce qu'on peut soudoyer des politiciens, comment est-ce qu'ils ont parvenu à obtenir des avantages. Vous savez, souvent, on dit que parfois, lorsqu'il y a des conflits juridiques, lorsqu'il y a des cas de justice, ils réussissent à s'en sortir. Et on dit ah oui, non mais c'est pas possible et tout ça, mais en réalité, on se rend compte que être riche aussi, le gros point important pour être riche, c'est de faire une sorte de toile d'araignée et de pouvoir en fait mettre à chaque point de toile, entre guillemets, à chaque point clé, pour pouvoir tisser sa toile, bah en fait il faut avoir des personnes qui nous permettent d'assurer la stabilité de la toile. C'est-à-dire qu'on n'obtient pas une toile hyper solide tout seul juste parce qu'on est riche et on va fabriquer les meilleurs fils de soie. C'est vraiment telle personne en politique va pouvoir m'assurer d'avoir tel avantage, donc je peux avoir tel avantage au niveau juridique, donc il faut que j'obtienne ces avantages-là pour mon entreprise, pour que tout se passe bien. Et je l'explique peut-être un peu mal de façon directe comme ça, mais en fait, c'est vraiment un tissage de toile très stratégique. Et la richesse, c'est quasiment des échecs. Alors, c'est pas péjoratif en faire les échecs, mais ça crée tellement de divisions, tellement de conflits d'intérêts, tellement de
de problèmes et d'opportunités, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens du terme, que en fait tout est à saisir. Et on se demande juste ce que ça va donner, est-ce que ce sera un avantage ou pas, est-ce que ça va bien se passer. Et franchement, il y en a qui sont devenus quasiment maîtres du monde, entre guillemets, avec enfin maître du monde. C'est exagéré dit comme ça, mais c'est pas non plus dans un terme, dans un sens péjoratif que je le dis. Mais c'est tellement impressionnant de voir ce qu'ils arrivent à obtenir, comment ils arrivent à dépasser le cadre juste d'être riche. C'est-à-dire que être riche, on a de l'argent, et être ultra riche, être fortuné, ou comme vous voulez, bah vraiment, moi je trouve que le côté fortune, il y a une différence avec la richesse à mes yeux, mais ça reste subjectif. C'est quand même drastiquement impressionnant à quel point ces gens n'ont ont eu, en fait, n'ont pas du tout la même vie que nous, et je pense ne vivent pas dans le même monde du tout. Et ça crée tellement un monde parallèle que dans le même monde en fait, que c'est assez fascinant. Donc voilà, voilà. Et sinon, bah, pour conclure, j'ai quand même trouvé que le livre était hyper bien amené. C'était assez bien écrit, on comprend assez bien. Même si parfois il y a quelques chapitres enfin chapitres. En fait, le livre, il est écrit en date. Ça veut dire qu'on va voir 1854, telle personne, telle entreprise, telle famille. 1912 par exemple. Alors il n'y a pas un gap aussi important, c'est de façon assez progressive. C'est un livre de 430 pages, 435 pages de lecture quand même. Donc ça reste un bon livre. Et en fait, déjà vous pouvez le lire, je pense, en parallèle d'un autre livre, si vous êtes capable de lire deux livres en même temps. Parce que étant donné que ce n'est pas un roman ou un thriller, un livre qui demande d'être impliqué dans une histoire, entre guillemets, il y a une histoire, hein, c'est l'histoire de leur vie à ces gens ultra riches. Mais bah, si vous voulez faire une pause à un moment donné, je pense que c'est possible parce que le livre est séparé en plusieurs parties. La deuxième partie, là je le vois en repassant les pages, là j'ai des divisions. Je me souviens pas du nom de chaque partie, mais en soi ça reste assez bien structuré, donc bah, c'est franchement cool. Et moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a permis de découvrir pas mal de choses qui n'étaient peut-être pas vraiment des choses auxquelles j'aurais pensé. C'est pas un livre vers lequel on m'aurait, peut-être que j'aurais pris de moi-même, je pense. Du coup, merci maman de me l'avoir acheté. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous intéresse. Je vous invite, alors évidemment, pour bien conclure, je vous invite grandement à le lire, parce que c'est un livre qui vraiment fait découvrir beaucoup de choses, qui fait découvrir la facette d'autre vie, et qui, vraiment, voilà, la première partie s'appelle « Les premiers maîtres du monde ». Donc ça c'est hyper intéressant, on commence au début du 19e siècle, et je vous invite vraiment à le lire, parce que bah, vous découvrez beaucoup de choses, il y a plein de choses à apprendre, il y a du passé, du présent, et on peut voir, il y a des entreprises comme bah, les GAFAM, Microsoft, Elon Musk, l'arrivée de la victoire de Donald Trump en 2016, par exemple, et comment ça se fait, comment c'est possible, comment il en est arrivé là, son passé aussi, de milliardaire. Bah, il est toujours, mais dans les années 80, avec la Trump Tower, le côté immobilier, toutes ces choses-là, vraiment, c'est des choses hyper intéressantes. Et bah, en fait, franchement, je ne peux que vous conseiller de le lire. Et voilà, du coup c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. Vous connaissez la musique. Si vous avez aimé, le like, tout ça. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Merci d'avoir regardé jusque là si jamais. Et puis c'est tout. Ciao ciao. Ah mais mec, en fait je l'ai mis là-bas. Waouh.